C'était l'un de ces après-midi d'octobre où l'air de St. Mary Mead semblait chargé de l'odeur des feuilles humides et de la douceur légère de la fumée des cheminées. Le village, satisfait de sa routine automnale, semblait respirer au rythme de la saison. Une charrette de marché roulait lentement dans la ruelle. La femme du vicaire se dépêchait avec un bouquet de dahlias, et du cimetière venait le bruit lent d'une bêche frappant la terre. Tout allait bien, ou du moins semblait aller bien, jusqu'à ce que quelqu'un mentionne l'auberge. Jusqu'à récemment, personne ne pensait que l'auberge Haunted Pumpkin Inn était hantée. Elle était simplement vieille et un peu pleine de courants d'air. Une ancienne auberge transformée en salon de thé à la lisière du village, désormais propriété d'une femme plutôt nerveuse nommée Madame Hargreaves. Mais cette semaine-là, des rumeurs étranges avaient commencé à circuler. Des lumières aperçues après minuit. Une porte de chambre qui se fermait toute seule. Une ombre aperçue sur le palier, disparaissant à l'approche. Lorsque mademoiselle Marple en entendit parler, alors qu'elle remuait le sucre dans son thé à la table de madame Price Ridley, l'histoire avait pris une tournure presque certaine. « J'ose dire que ce n'est que le vent », dit mademoiselle Marple doucement, ses yeux bleus sereins mais pensifs. Les vieilles maisons ont tendance à se souvenir des pas. Madame Price Ridley renifla. « Les pas sont une chose, mademoiselle Marple. Mais un cri ? La femme de chambre de madame Hargreaves jure avoir entendu une femme crier juste avant l'aube. » La remarque resta suspendue dans l'air, comme le silence qui précède le tonnerre. Même l'horloge sur la cheminée semblait hésiter entre deux tic-tac. Dehors, le village continuait de vivre paisiblement, inconscient ou feignant de ne pas remarquer qu'un léger malaise s'était installé dans l'atmosphère. Plus tard dans la soirée, alors que les lampes s'allumaient dans les cottages le long de la rue principale, une petite foule se rassembla près de la porte couverte de lierre de l'auberge. Madame Hargreaves elle-même se tenait dans l'embrasure de la porte, se tordant les mains et racontant à tous ceux qui voulaient bien l'écouter qu'elle avait trouvé la porte de la cuisine ouverte et la lumière du garde-manger allumée lorsqu'elle était descendue. On alla chercher le constable. Quelqu'un évoqua des cambrioleurs. Un autre suggéra que c'était un mauvais tour des garçons du village, mais lorsque le sergent Slack arriva et entra avec sa lanterne, un silence différent s'installa, un silence d'attente. Dans le salon sombre de l'auberge, l'air sentait la poussière, la bière éventée et quelque chose de plus âcre, de métallique, de dérangeant. Sur le tapis devant la cheminée, gisait un seul chandelier en laiton, renversé et tordu. À côté, des taches sombres entachaient le tapis défraîchi. Le sergent Slack s'accroupit, marmonna pour lui-même et regarda vers l'escalier. « Aucun signe de quelqu'un, » dit-il. « Mais ce n'est pas du vin renversé. » Madame Hargreaves poussa un faible cri. Le lendemain matin, toute la ville de St. Mary Mead avait appris qu'un homme, un client de l'auberge dont le nom était encore inconnu, avait été retrouvé mort dans la chambre mansardée de l'auberge Haunted Pumpkin Inn. Aucune trace de lutte, aucune arme découverte. Seulement l'odeur de cire de bougie éteinte et une légère trace de suie sur le rebord de la fenêtre, comme si quelqu'un s'était tenu là à regarder l'obscurité longtemps après minuit. Le village, qui la veille encore s'occupait des soupers de la moisson et des avis paroissiaux, était désormais en proie à une fièvre de curiosité. À l'épicerie, les spéculations s'accumulaient plus haut que les pommes dans les bacs. Au presbytère, la femme de chambre murmurait que madame Hargreaves était hors d'elle et que le médecin avait été appelé pour vérifier les causes non naturelles. Mademoiselle Marple, qui tricotait près de la fenêtre de devant, écoutait le bruit des roues des charrettes amenant les visiteurs à l'auberge. Ses aiguilles bougeaient avec une douce précision. « Les gens sont très étranges face à la mort », murmura-t-elle pour elle-même. Ils supposent toujours qu'elle vient de l'extérieur, alors qu'elle grandit souvent tranquillement à l'intérieur.
Un instant plus tard, elle posa son tricot et regarda pensivement le ciel. Les nuages s'amassaient, bas et gris, mais la pluie n'avait pas encore commencé à tomber. C'était, songea-t-elle, le genre de temps qui poussait les gens à parler à voix basse et à croire aux fantômes. Et les fantômes, d'après sa longue expérience, étaient rarement du genre à faire cliqueter des chaînes. De l'autre côté de la ruelle, elle entendit le cri aigu d'un enfant, suivi d'une voix qui grondait et d'un claquement de porte. Le rythme du village reprit, mais quelque chose, comme un frisson sous le tapis de la cheminée, subsistait. Ce soir-là, Mademoiselle Marple reçut la visite de la femme du vicaire, rouge et agitée. « Vous êtes au courant, bien sûr, » dit-elle, sans attendre qu'on l'invite à entrer. Le pauvre homme s'appelait Pritchard, un antiquaire, dit-on. Il était venu voir les vieilles poutres en chêne. Et maintenant? Oh, mademoiselle Marple, c'est horrible. Le médecin dit qu'il n'y a aucun signe de violence. Juste de la peur, comme s'il avait vu quelque chose. Mademoiselle Marple croisa calmement les mains. « Les gens meurent parfois de ce qu'ils découvrent, » dit-elle. « Vous voulez dire un meurtre ? » « Je veux dire, » répondit doucement mademoiselle Marple, « que la vérité a un tranchant très vif. » Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber contre la vitre, tapotant comme des doigts hésitants. À l'intérieur, la lampe vacillait. Quelque part, au loin, peut-être depuis l'auberge elle-même, un volet claqua, une fois, puis une autre. Mademoiselle Marple se leva et tira le rideau. « Oui, » murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à son visiteur. L'air avant un orage peut être très calme. La pluie qui avait commencé par murmurer contre la fenêtre de mademoiselle Marple s'intensifia rapidement pour devenir un tambourinement doux et persistant. Au matin, St. Mary Mead semblait lavée, mais inquiète, comme si les nuages avaient emporté avec eux un secret. Après un modeste petit déjeuner composé de pain grillé et d'œufs à la coque, mademoiselle Marple enfila son châle et s'aventura dehors. Elle n'était pas du genre à rechercher les lieux d'une tragédie, mais elle n'était pas non plus du genre à les éviter, lorsque sa conscience lui murmurait que quelque chose dans l'ordre des choses avait déraillé. L'auberge Haunted Pumpkin Inn se trouvait au détour de la ruelle. Son enseigne, une lanterne orange avec une tige enroulée, se balançant tristement dans le vent humide. 2 agents de police s'attardaient près de la porte, leurs bottes couvertes de boue. À l'intérieur, une odeur de cire et de bougies éteintes l'accueillit. Madame Hargreaves se trouvait dans le salon, pâle, serrant dans sa main un mouchoir qui avait connu des jours meilleurs. « Oh, mademoiselle Marple, quelle horrible affaire ! Pauvre monsieur Pritchard, et dire qu'il était sous mon toit. » Mademoiselle Marple posa doucement son regard sur les mains tremblantes de la femme. « Il était là depuis longtemps, seulement 2 nuits. Il disait qu'il recherchait de vieilles poutres et sculptures, quelque chose en rapport avec l'artisanat Tudor. Il était si poli, si calme. Je lui ai donné la chambre mansardée parce qu'il voulait du caractère. C'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, le médecin dit que son cœur a lâché. Il a simplement lâché, sans avertissement. En effet, murmura mademoiselle Marple. Et pourtant, on se demande ce qui l'a tant effrayé. Madame Hargreaves cligna des yeux, puis détourna le regard. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucun signe, aucune blessure, rien du tout. La peur laisse très peu de traces, Madame Hargreaves, dit doucement mademoiselle Marple. Avant que la propriétaire n'ait pu répondre, le sergent Slack entra, retirant son chapeau et prenant un air quelque peu important. « Bonjour, mademoiselle Marple, vous êtes sans doute au courant. Je parie que la police n'aura pas à s'en occuper. Le docteur Haydock dit qu'il s'agit d'une mort naturelle. »« Oui, sergent, » répondit mademoiselle Marple sereinement. « Mais les morts naturelles surviennent parfois dans des circonstances très peu naturelles. » Il lui adressa un sourire crispé.
Vous m'excuserez, madame, mais je préfère les faits aux suppositions. Bien sûr, dit-elle avec cette douceur qui semblait toujours le déstabiliser. Mais parfois, une supposition peut mener à un fait. Le sergent Slack tout sauta, prit une note dans son carnet et marmonna quelque chose à propos d'appeler le coroner. Miss Marple, avec l'air de « quelqu'un qui s'intéresse simplement au service à thé », se dirigea vers la cheminée. Le chandelier renversé la veille avait été retiré, mais elle remarqua une petite tache sombre sur le tapis, une légère marque circulaire, comme si une bougie avait brûlé trop près pendant trop longtemps. Elle remarqua également autre chose, un bouton argenté fin, à moitié caché sous la plinthe, dont la surface était ternie par la poussière. Elle se baissa, le ramassa délicatement avec son mouchoir et le leva à la lumière. « Oh là là !» murmura-t-elle, « quelqu'un a été négligent avec ses vêtements. » Madame Hargreaves se pencha vers elle. « Je n'ai jamais vu ça auparavant. Aucun de mes invités ne porte de boutons en argent. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Peut-être plus maintenant. » À midi, la pluie avait cessé et les commérages du village reprirent avec la vigueur de poule après une tempête. À l'épicerie, Madame Price Ridley était certaine que le défunt avait été empoisonné par une potion étrangère. À la poste, Mademoiselle Hartnell déclara qu'il s'agissait d'une crise cardiaque provoquée par la culpabilité. Personne ne savait de quoi. Mademoiselle Marple, qui écoutait sans en avoir l'air, remarqua à quel point l'imagination s'enracinait facilement là où l'ignorance était alimentée par la peur. Elle savait que les bavardages, aussi frivoles fussent-ils, révélaient souvent les contours de la vérité, à condition d'écouter le ton plutôt que les mots. Dans l'après-midi, elle rendit visite au docteur Haydock, sous prétexte de lui livrer un pot de gelée de coin. Le médecin, qui connaissait ses habitudes, l'accepta avec un sourire ironique. « Et comment va notre bureau local des renseignements? Aujourd'hui, vous avez résolu le mystère de l'auberge hantée, n'est-ce pas? » « Pas du tout, » répondit mademoiselle Marple aimablement. « Mais je me demande, docteur, si la peur seule peut arrêter le cœur d'un homme. Cela dépend de l'homme. Pritchard n'était plus tout jeune, vous savez. Les problèmes cardiaques sont assez courants. » Il fronça légèrement les sourcils. « Mais il y a tout de même quelque chose d'étrange. Ses pupilles étaient dilatées, ses mains crispées. Je dirais qu'il est mort en voyant quelque chose, ou quelqu'un, qu'il a reconnu trop tard. La reconnaissance peut être un choc terrible, dit-elle pensivement. A-t-il mentionné quelqu'un dans le village? » Le médecin secoua la tête. Pas de lettres, pas de visiteurs, pas de bagages à part une petite valise. Plutôt du genre érudit. De l'encre sur les poignets, des lunettes, ce genre de choses. Calme, courtois, banal. Banal, répéta doucement mademoiselle Marple. Pourtant, il est mort dans un endroit appelé la citrouille hantée. La vie aime bien ces petites ironies. Quand elle prit congé, le soleil perçait les nuages, projetant des rayons dorés sur les haies humides. Des enfants jouaient près du pré, leur rire léger semblait en décalage avec l'ambiance du village. Mademoiselle Marple s'arrêta près de la porte du cimetière, le regard perdu vers les pignons lointains de l'auberge. Ce n'était pas l'idée des fantômes qui la troublait. Elle avait vu trop de cas où les apparitions n'étaient enfin que l'écho de la conscience humaine. Ce qui la préoccupait maintenant, c'était la hâte tranquille avec laquelle les gens avaient accepté une explication commode. Le village préférait le mystère à la culpabilité. C'était moins compromettant. Cette soirée apporta de nouveaux murmures. La servante de Madame Hargreaves, une jeune fille timide nommée Elsie, aurait quitté son emploi en larmes. Elle ne voulait pas passer une nuit de plus dans cette maison, raconta Madame Price Ridley à la femme du boucher. Elle dit avoir entendu quelqu'un marcher au-dessus de sa tête après le départ de la police. La femme du boucher eut le souffle coupé et porta la main à sa gorge. « Alors,
Il devait y avoir quelqu'un qui se cachait depuis le début. Elsie fut aperçue plus tard à l'arrêt de bus, serrant un petit sac de voyage, les yeux rougis par les larmes. Lorsque mademoiselle Marple s'approcha, la jeune fille hésita, puis lâcha. « Je ne voulais pas raconter des histoires. Madame, mais ce n'était pas juste, pas après ce que j'ai vu. »« Et qu'avez-vous vu, ma chère ?»« La fenêtre, madame. Celle du grenier. Elle était ouverte alors que le sergent avait juré l'avoir fermée. Et il y avait de la boue sur le rebord, comme si quelqu'un était sorti par là. » Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. « Vous avez bien fait de parler, Elsie. Les gens confondent souvent le silence et la sécurité. » La jeune fille semblait incertaine, mais soulagée, et lorsque le bus arriva, elle fit un signe de la main timide avant de disparaître dans le crépuscule. Alors que mademoiselle Marple rentrait chez elle, les lampes s'allumèrent une à une. La soirée était redevenue calme, mais cette tranquillité était trompeuse. Pourtant, elle pensait que le schéma commençait à se dessiner. Un homme effrayé, une fenêtre ouverte, une présence manquante. Elle ne pouvait pas encore en voir le sens, mais elle le sentait, la symétrie de la tromperie sous l'apparence de la respectabilité. Dans son salon, elle sortit le bouton en argent de sa poche et le posa à côté de son panier à tricot. La faible lueur reflétait la lumière de la lampe comme un petit œil accusateur. Dehors, l'horloge de l'église commença à sonner 7 heures, son carillon régulier et pensif. Mademoiselle Marple écouta, le visage impassible. Quelque part, au-delà du son des cloches, une calèche roulait dans l'allée en direction de l'auberge. Elle ne savait pas encore quel visage allait apparaître sous l'enseigne orange qui se balançait, mais elle sentait, avec la certitude tranquille que donne l'expérience, que le mort n'était pas venu à St. Mary Mead par hasard, pas plus que sa mort. Les papatachats roues de la calèche ralentirent devant l'auberge, leur crissement étouffé sur le gravier humide, parvenant faiblement jusqu'à la fenêtre de mademoiselle Marple. Elle leva les yeux de son tricot juste assez longtemps pour apercevoir la silhouette d'un homme qui descendait, l'enseigne orange se balançant doucement au-dessus de lui. Même à distance, il y avait quelque chose d'inquiétant dans la façon dont il s'arrêtait pour observer les fenêtres, comme s'il évaluait ce qui se trouvait à l'intérieur avant d'entrer. Puis la porte se referma et il fut englouti par la lumière des lampadaires. Le lendemain matin, St. Mary Mead était à nouveau en effervescence. Madame Price Ridley, qui avait un cousin logeant près de l'auberge, annonça que le nouveau visiteur était lié, d'une manière ou d'une autre, au défunt. Personne ne pouvait dire comment ce lien avait été établi, mais la théorie fut rapidement embellie. Il était avocat, un parent, ou peut-être un enquêteur envoyé par un mystérieux employeur. Mademoiselle Marple se rendit à la poste sous prétexte d'acheter des timbres, mais c'était plutôt la curiosité que la correspondance qui l'attirait. Derrière le comptoir, mademoiselle Hartnell se pencha vers elle d'un air complice. « C'est le frère, dit-on, mais rien n'a encore été publié. Il est arrivé à l'improviste et a demandé les effets personnels de feu, M. Pritchard. Madame Hargreaves a refusé de les lui remettre, sans la présence de la police. C'est très correct de sa part, dit mademoiselle Marple en apposant le timbre avec une précision délicate. Et quel malheur pour le frère, si c'est bien lui. Quel malheur, répéta mademoiselle Hartnell. Oui, quand un homme vient réclamer des biens, les gens ont tendance à remarquer ce qu'il pourrait emporter d'autre. En sortant du bureau de poste, mademoiselle Marple se dirigea vers l'auberge. La brume matinale ne s'était pas encore dissipée et les haies scintillaient de gouttelettes. La porte de l'auberge était entr'ouverte, laissant échapper une légère odeur de bois humide et de fumée de charbon. À l'intérieur, le nouveau venu était assis près du feu et parlait à voix basse avec le sergent Slack. C'était un homme grand, au corps anguleux et aux mouvements prudents. Ses vêtements étaient de fabrication urbaine, bien qu'un peu usés par le voyage, et ses cheveux étaient séparés par une raie précise, comme chez quelqu'un qui a l'habitude de l'ordre.
Mademoiselle Marple remarqua ses mains nerveuses, qui pliaient et repliaient rapidement ses gants. Le sergent Slack sembla légèrement contrarié de la voir. « Bonjour, mademoiselle Marple. Je suppose que vous avez déjà tout entendu. »« J'essaie de ne pas tout savoir, » répondit-elle avec un sourire doux. « Mais les choses finissent toujours par nous parvenir. » L'homme se retourna et lui fit un signe de tête poli. « Monsieur Léonard Pritchard, » dit-il. « Mon frère a séjourné ici brièvement. Je suis venu récupérer ses affaires. »« Je suis vraiment désolé pour votre perte, » dit mademoiselle Marple avec douceur. « On parlait beaucoup de votre frère, même si nous le connaissions peu. » Les yeux de Léonard Pritchard étaient d'un gris pâle, trop clair, pensa-t-elle, pour exprimer le chagrin. C'était un homme discret. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs mois. Nous étions en désaccord sur certains sujets, principalement d'ordre académique. « Ah !» murmura mademoiselle Marple. « Les études peuvent donc susciter les passions les plus vives. J'ai connu des vicaires se disputer pour savoir si Adam avait un nombril. » Un léger sourire effleura son visage, mais il n'atteignit pas ses yeux. Mon frère avait tendance à croire que les objets anciens appartenaient à ceux qui les apprécièrent le plus. Il recherchait des objets historiques, boiseries, sculptures, reliques d'auberges et de chapelles de campagne. Il a peut-être dépassé les bornes. Le sergent Slack s'éclaircit la gorge. « Si vous suggérez qu'il était impliqué dans quelque chose de louche, monsieur, vous feriez mieux de le dire clairement. » Léonard eut un rire sec. « Je veux simplement dire que la curiosité n'est pas toujours sage. Il m'a écrit la semaine dernière au sujet d'une découverte extraordinaire. Quelque chose caché dans cette auberge même. J'ai pensé qu'il valait mieux venir. » Mademoiselle Marple observa la lueur du feu scintiller sur son bouton de manchette. Un simple disque d'argent terni par le temps. Il ressemblait au bouton qu'elle avait trouvé. Elle but son thé en silence pendant que le sergent Slack prenait des notes. Après quelques questions supplémentaires et quelques assurances de pure forme, Léonard Pritchard fut conduit dans la même chambre mansardée où son frère était mort. Lorsque les pas du policier s'éloignèrent à l'étage, mademoiselle Marple se tourna discrètement vers madame Hargreaves, qui se tenait près de la porte. « Il n'est pas comme son frère, » murmura la propriétaire. « Il a le regard froid. Je n'aime pas ça. »« Beaucoup de gens ont le regard froid lorsqu'ils ont peur, » répondit mademoiselle Marple. « Et beaucoup de mains tremblent seulement après avoir commis leur forfait. » Madame Hargreaves pâlit, mais le ton de mademoiselle Marple était serein, presque distrait. « Vous avez dit qu'il avait demandé des effets personnels. »« Oui, des papiers, un carnet et quelque chose à propos d'une clé. Mais il n'y a pas de clé parmi les affaires de M. Pritchard, seulement ses lunettes et une carte pliée. »« Une carte ?» répéta mademoiselle Marple d'un air pensif. « C'est très pratique. Les gens emportent rarement des cartes, à moins qu'ils ne comptent se rendre quelque part, ou se perdre. » Cet après-midi-là, tandis que Léonard Pritchard restait enfermé dans sa chambre, mademoiselle Marple prit le thé avec la femme du vicaire. Comme on pouvait s'y attendre, la conversation tourna autour de la tragédie et de ses répercussions sociales. « Je ne peux m'empêcher de penser, » dit madame Clement, « que madame Hargreaves doit être mortifiée. Avoir un décès dans son établissement, cela va forcément affecter son commerce. Cela peut aussi affecter la mémoire, » répondit mademoiselle Marple en remuant son thé. « Les gens se souviennent des événements de la manière qui arrange le mieux leur conscience. » Madame Clement eut l'air perplexe. « Vous voulez dire qu'elle a peut-être oublié quelque chose d'important ?»« Pas oublié, réorganisé. On réorganise toujours son salon avant l'arrivée des invités. » Un silence s'installa, ponctué par le tic-tac de l'horloge de la cheminée. Puis madame Clement dit « On dit que le frère prévoit de rester quelques nuits. » « Pour régler des affaires. »« Des affaires, » répéta mademoiselle Marple. « Quel mot utile. Il peut signifier tant de choses. Ou rien du tout. » À la tombée de la nuit,
Mademoiselle Marple rentra chez elle en passant par le parc. Elle remarqua que les enfants du village avaient placé une citrouille sculptée sur le poteau de la porte de l'auberge, dont la bougie vacillait à travers un sourire tordu. Une plaisanterie sans doute, mais qui donnait un air étrange aux fenêtres sombres du bâtiment. Les apparences, pensa-t-elle, sont les mensonges les plus réconfortants du village. En passant devant l'église, elle aperçut Léonard Pritchard debout sous le porche, le col de son manteau relevé, fixant les pierres tombales. Il sursauta en la voyant. « Mademoiselle Marple, dit-il, comme s'il avait hésité à parler. « Croyez-vous que les gens peuvent se faire mourir de peur ?» Elle soutint son regard. « J'ai vu des gens effrayés par ce qu'ils avaient fait, monsieur Pritchard. Ce n'est pas tout à fait la même chose. » Il détourna rapidement les yeux, marmonna quelque chose à propos du froid et s'éloigna en direction de l'auberge. Cette nuit-là, mademoiselle Marple ne parvint pas à trouver le sommeil. L'image du bouton argenté brillant sous la lumière de sa lampe lui revint à l'esprit, aussi persistante qu'une conscience. Quelque part, au-delà de sa fenêtre, le vent se leva à nouveau, portant les échos faibles de voix provenant de la ruelle. Peut-être des villageois rentrant tard, ou peut-être autre chose. Elle se leva, s'enveloppa dans son châle et se dirigea vers la fenêtre. La fenêtre supérieure de l'auberge, la chambre mansardée, était sombre, mais en dessous, faiblement visible, une lumière se déplaçait au rez-de-chaussée. Quelqu'un était éveillé, quelqu'un qui préférait fouiller à la lumière d'une lampe pendant que le village dormait. Mademoiselle Marple observa longuement, puis se détourna, son reflet pâle dans la vitre. La tempête n'était pas encore terminée, elle avait seulement appris à murmurer. Le matin se leva pâle et fragile, avec du givre argentant les haies et une fine couche de brume s'élevant des prairies. À l'auberge Haunted Pumpkin Inn, les volets étaient à moitié fermés et un mince filet de fumée s'accrochait à la cheminée comme s'il hésitait à se disperser. À l'intérieur, Madame Hargreaves s'affairait dans un silence nerveux, les mains rougies par le frottage. Elle sursauta lorsque l'horloge sonna 8 heures, comme si chaque coup pouvait annoncer une nouvelle découverte. Léonard Pritchard apparut à la porte peu après, l'air plus hagard qu'auparavant. Son col était de travers, et ses yeux avaient cette lueur vitreuse d'un homme qui a peu dormi et trop réfléchi. « Je voudrais prendre mon petit déjeuner tôt, » dit-il sèchement. « Ensuite, je dois me rendre au poste de police. Ils doivent me remettre des papiers. » Madame Hargreaves acquiesça, soucieuse de lui rendre service, et disparut dans la cuisine. Mademoiselle Marple, qui était arrivée sous prétexte de livrer des scones, une raison tout à fait acceptable pour rendre visite à un foyer en détresse, observait l'homme en silence depuis un coin du salon. Elle remarqua que sa main gantée, contrairement à l'autre, portait une légère trace de suie près du poignet. « Monsieur Pritchard » dit-elle doucement. « Cela doit être terrible de revenir dans un endroit si étroitement lié au deuil. » Il sursauta légèrement, comme s'il sortait d'un brouillard intérieur. « Le deuil, » répéta-t-il. « Oui, tout à fait. Je ne crois pas aux fantômes, mademoiselle Marple, mais je pense que les lieux se souviennent de ce qui leur est arrivé. Ils le gardent dans leurs murs. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Ah, mais les murs sont très discrets. Ce sont les gens qui chuchotent. » Il la regarda d'un air sévère, puis détourna les yeux. « Je n'ai pas le temps de chuchoter. Je souhaite seulement récupérer les effets personnels de mon frère. » Tandis qu'il parlait, un léger cliquetis retentit dans la cuisine, le bruit caractéristique du métal tombant sur la pierre. Madame Hargreaves apparut, pâle et agitée. « Ce n'est rien, » dit-elle. « Le tisonnier a glissé, c'est tout. » Mais le regard de mademoiselle Marple suivit le mouvement de la poche de son tablier, où quelque chose de petit et de lourd semblait avoir été caché récemment. Après un bref silence, Léonard s'excusa et monta à l'étage.
Ses pas sur l'escalier grinçant résonnaient comme l'écho d'une dispute tacite. Mademoiselle Marple attendit que le bruit d'une porte qui se refermait s'estompe, puis se tourna vers Madame Hargreaves avec une sympathie discrète. « Ma chère, il est terriblement difficile de garder son sang-froid quand la tragédie s'obstine à s'attarder. Me permettriez-vous de prendre une tasse de thé avant de partir ?»« Bien sûr, Mademoiselle Marple, » répondit rapidement Madame Hargreaves. « Mais attendez un instant, je vais chercher de l'eau propre. La pompe fonctionne mal ce matin. » Alors qu'elle disparaissait à nouveau vers l'arrière de l'auberge, le regard de Mademoiselle Marple se posa sur le tisonnier posé près de la cheminée. À côté, à moitié caché sous le pare-feu, quelque chose brillait faiblement. Une vieille clé en fer, grande et ornée, du genre de celles que l'on trouve sur les portes de cave. Elle se baissa et la ramassa. Le métal était froid, presque collant d'humidité. Il y avait une tache noire sur le manche qui correspondait à la suie sur le poignet de Léonard. Elle la retourna pensivement, puis la remit exactement là où elle l'avait trouvée. Elle savait que certaines choses en révélaient un davantage lorsqu'on les laissait se faire trouver une deuxième fois. Lorsque Madame Hargreaves revint, Mademoiselle Marple but poliment son thé, ne parla que du temps et prit congé. Pourtant, alors qu'elle sortait dans l'air vif, elle ne pouvait se défaire du sentiment que chaque personne liée à l'auberge gardait une version différente du même secret. En milieu de matinée, le village avait absorbé les derniers fragments de ragots, l'arrivée du frère, l'intérêt continu de la police, les discussions curieuses sur les objets manquants. À l'épicerie, Madame Price Ridley confia que le défunt avait été vu avec une dame la veille de sa mort. Une veuve, très élégante, de Little Whitcomb. D'autres n'étaient pas d'accord, affirmant qu'il s'agissait d'une servante ou de personne du tout. L'histoire changeait à chaque fois qu'elle était racontée, comme de la fumée dans le vent. Miss Marple, cependant, n'était pas chez l'épicier. Elle s'était rendue à l'église, où elle trouva le révérend Clément en train de trier des feuilles de cantique. « Bonjour, vicaire », dit-elle joyeusement. « C'est réconfortant, n'est-ce pas, que même les événements les plus tragiques nous rappellent à quel point la nature humaine peut être inébranlable. » Le vicaire leva les yeux, perplexe. « Un réconfort, mademoiselle Marple. »« Oh, tout à fait. Les gens trouvent toujours les mêmes explications. L'amour, l'argent ou la peur. Et pourtant, à chaque fois, ils sont stupéfaits. Je me demandais si vous aviez déjà vu la clé de la porte de la sacristie ici. Elle est assez ancienne, je crois. » Il sourit faiblement. « Elle est lourde, en fer, et impossible à égarer. Pourquoi cette question ?»« J'y ai pensé ce matin, » répondit mademoiselle Marple d'un ton doux. « J'ai été frappé par la similitude entre ces clés et celles utilisées dans les anciennes auberges. Elles sont peut-être interchangeables, si l'on en a envie. » Le vicaire gloussa. « Un voleur amateur d'antiquités, hein? Vous devriez en parler au sergent Slack. » Mademoiselle Marple sourit. Il préfère les preuves à l'imagination, le pauvre. Dans l'après-midi, le sergent Slack en personne se présenta à la porte de son jardin, le chapeau à la main et l'air irrité. « Mademoiselle Marple, dit-il, cette affaire devient de plus en plus étrange. Ce frère a des documents mentionnant un héritage, quelque chose à voir avec une collection de sculptures médiévales, vendues il y a des années. Il prétend que son frère a été escroqué. Maintenant, il me presse de lui remettre le carnet du défunt. Je pense que cela doit être très délicat pour vous, dit mademoiselle Marple en versant le thé. Entre la propriété et la bienséance, il y a rarement de place pour le confort. Slack grogna. « Vous avez raison, je n'aime pas cet homme. Il s'offusque trop facilement, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait fait quelque chose de mal. » Peu de gens qui commettent des fautes en ont l'air, sergent. Cela gâche leur plan. Il la regarda attentivement. « Vous avez remarqué quelque chose ?» Les yeux de mademoiselle Marple pétillèrent. « J'ai remarqué que madame Hargreaves se lave les mains beaucoup plus que nécessaire.
Slack fronça les sourcils. « Quel est le rapport ?»« Oh, tout et rien. Des mains propres sont une déclaration universelle d'innocence. » Il partit, légèrement perplexe, marmonnant quelque chose à propos des « idées de vieille femme », mais elle savait que sa remarque le hanterait plus longtemps qu'il ne le pensait. À la tombée de la nuit, Mademoiselle Marple se retrouva une fois de plus à regarder par la fenêtre de l'auberge. Des lumières scintillaient dans le salon, mais le grenier restait sombre. De temps en temps, une ombre passait devant les vitres du bas. Léonard, peut-être, ou Madame Hargreaves se déplaçant d'une pièce à l'autre. Puis, soudain, une autre ombre la rejoignit. Plus courte, plus légère, traversant la lumière et disparaissant dans la cour. Quelques instants plus tard, elle entendit le faible craquement du bois qui se brisait, suivi du grincement d'une porte ouverte furtivement. Mademoiselle Marple attrapa son châle, mais avant qu'elle n'ait pu sortir, le bruit de pas précipités s'éloigna vers la ruelle. Quand elle atteignit le portail, tout était redevenu calme. Seule la citrouille sur le poteau était encore là, son sourire légèrement fondu par la fraîcheur du soir. Le lendemain matin, une nouvelle surprit tout le village. La fenêtre du grenier de l'auberge Haunted Pumpkin Inn avait de nouveau été trouvée ouverte, et cette fois, une boîte contenant des papiers, dont le carnet du défunt, avait disparu. Madame Hargreaves jura qu'elle avait elle-même verrouillé la porte. Léonard Pritchard affirma qu'il dormait. Le sergent Slack marmonna quelque chose à propos de cambrioleurs. Et Mademoiselle Marple, debout près de la haie du jardin, se contenta de dire « Les serrures et les clés, sergent, sont des choses curieuses. Elles empêchent les gens d'entrer ou de sortir selon la main qui les tient. » Son regard se porta vers la route qui menait à Little Whitcomb, où vivait soi-disant la veuve qui alimentait les ragots locaux. Quelque part dans cette direction, sentait-elle, le prochain mouvement du schéma l'attendait. La route menant à Little Whitcomb serpentait comme un ruban gris à travers la brume, bordée de haies dénudées et de champs ternis par le gel. Mademoiselle Marple, emmitouflée dans son manteau pratique et munie de son parapluie, marchait d'un pas mesuré. L'air matinal était empreint de ce calme particulier qui suit une nuit de scandale discret, chaque villageois feignant d'en savoir moins qu'il n'en savait et s'intéressant bien plus qu'il ne le devrait. Elle avait appris depuis longtemps que les petits voyages donnaient souvent lieu à de grandes révélations. Le fait de marcher semblait dénouer les fils d'une énigme. Les visages, les phrases et les gestes s'agençaient alors dans de nouvelles combinaisons. Quelque part parmi eux se trouvait la vérité sur la mort à l'auberge Haunted Pumpkin Inn. La maison qu'elle cherchait se trouvait à la lisière de Little Whitcomb, un cottage soigné, avec un pignon, des rideaux en dentelle et un jardin déjà dépouillé pour l'hiver. La plaque en laiton près du portail indiquait « Madame Mildred Fanning ». Mademoiselle Marple se souvenait de ce nom, qu'elle avait entendu lors d'une vente de charité 2 ans auparavant. Une veuve à la santé fragile et aux moyens incertains, mais toujours habillée avec goût et accueillante. Une domestique répondit à la sonnette, les yeux écarquillés par la curiosité de quelqu'un habitué au commérage avant le petit déjeuner. « Madame Fanning est chez elle, madame », dit-elle en faisant entrer Mademoiselle Marple dans un salon imprégné d'une forte odeur de cire à la lavande et décoré de photographies de jeunes officiers souriants. La veuve elle-même entra un instant plus tard, une femme gracieuse d'une 40aine d'années, vêtue d'un deuil noir adouci par des perles. Sa beauté, bien que fanée, dégageait cette fragilité maîtrisée que certaines femmes apprennent à manier comme une arme. « Mademoiselle Marple de St. Mary Mead, n'est-ce pas ?» dit-elle chaleureusement. « C'est très gentil de votre part de venir. Je suppose que vous avez entendu des rumeurs affreuses sur ma prétendue relation avec ce pauvre homme à l'auberge. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. Les rumeurs ont tendance à perdre pied entre la vérité et l'invention. J'ai pensé qu'il serait bon d'entendre la version de la personne concernée. Madame Fanning poussa un soupir délicat. Monsieur Pritchard était une connaissance de mon défunt mari.
Il est venu ici une fois, uniquement pour s'enquérir d'une boiserie d'église que mon mari avait collectionnée il y a des années. C'est tout. Je ne l'avais pas revu depuis. Mais maintenant, avec cette tragédie, les gens vont me considérer comme fiancé à lui avant la fin de la semaine. C'est très pénible, murmura mademoiselle Marple. Les villages peuvent être très gênants quand il s'agit de laisser libre cours à l'imagination. La veuve rit doucement. En effet, ils ont même dit que j'avais été vu près de l'auberge alors que j'étais ici toute la soirée. Ma femme de chambre peut le jurer. Mademoiselle Marple la regarda avec un intérêt poli. Et pourtant, Madame Fanning, ne trouvez-vous pas curieux qu'un homme que vous connaissiez à peine soit mort si près de votre village, après avoir cherché des informations sur les boiseries que votre mari possédait autrefois? Les listes yeux de la femme clignèrent un instant. Je n'y avais pas pensé de cette façon. C'est sûrement une coïncidence. Les coïncidences sont comme des mauvaises herbes, ma chère, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Elles ont tendance à proliférer là où le sol a été remué. Madame Fanning s'affaira à verser le thé, mais sa main tremblait légèrement lorsqu'elle tendit la tasse. Le plateau en argent sur lequel elle était posée présentait une légère trace noire, comme si quelque chose de fuligineux y avait reposé récemment. « Vous êtes observatrice, mademoiselle Marple, dit-elle après un moment. Peut-être trop. Je suppose que vous pensez que je cache quelque chose. »« Pas du tout, » répondit mademoiselle Marple en remuant son thé. « Mais j'ai remarqué que les gens cachent souvent ce qui leur est cher, parfois même à eux-mêmes. » Avant que la conversation ne s'approfondisse, le bruit d'une voiture à l'extérieur attira leur attention. À travers les rideaux de dentelle, mademoiselle Marple aperçut le sergent Slack qui descendait de voiture, son chapeau de travers et l'air vif. Ce n'était pas un homme qui laissait la délicatesse entraver son devoir. « Ah !» dit madame Fanning d'un ton sec, « il semble que notre matinée sera plus animée que prévu. » Le sergent entra quelques instants plus tard, l'air désolé mais déterminé. « Je vous demande pardon, madame. J'ai quelques questions à vous poser au sujet d'une visite que vous avez peut-être reçue de feu Monsieur Pritchard. » La veuve garda son sang-froid avec un aplomb admirable. « J'ai déjà tout dit à mademoiselle Marple, je n'ai rien d'autre à ajouter. » Slack sortit une petite enveloppe souillée de la poche de son manteau. « Alors peut-être pouvez-vous expliquer ceci. Je l'ai trouvée derrière un tiroir mal fermé dans le grenier de l'auberge. Elle vous était adressée. » Son visage pâlit. « À moi? Cela ne peut pas être vrai. »« C'est clairement votre nom, » dit Slack en lui tendant l'enveloppe. « Le cachet de la poste date de 2 jours avant sa mort. Il n'y a rien à l'intérieur, juste l'enveloppe. On dirait que quelqu'un a déchiré la lettre. » Madame Fanning la fixa longuement, la main tremblante. « Je ne l'ai jamais reçu. Je ne savais pas qu'il avait écrit. »« Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous la conservions comme preuve, » dit Slack en la reprenant. « Bonne journée, madame. » Une fois qu'il fut parti, la veuve perdit visiblement son sang-froid. « C'est monstrueux, mademoiselle Marple. Quoi que cet homme ait voulu, cela n'avait rien à voir avec moi. » Mademoiselle Marple se leva tranquillement. « Parfois, madame Fanning, ce que les gens veulent n'a pas grand-chose à voir avec les autres, mais plutôt avec l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Je vous remercie pour votre thé. » Dehors, la pluie avait recommencé à tomber, de fines gouttelettes qui adoucissaient les contours de tout ce qu'elle touchait. Mademoiselle Marple retourna vers St. Mary Mead, son parapluie tapotant le chemin d'un rythme patient. Son esprit, cependant, allait bon train. Une lettre déchirée, un carnet disparu et une clé sans serrure. Le schéma se dessinait, mais un élément manquait encore. À la lisière du village, elle s'arrêta près du mur du cimetière, où le sergent Slack discutait avec un jeune agent. Ils se redressèrent à son approche. « Nous avons trouvé autre chose à l'auberge, mademoiselle Marple, » dit Slack avec la satisfaction d'un homme qui espère impressionner. « Il y a une planche mal fixée dans le grenier. Elle est creuse en dessous.
Nous avons trouvé des traces de quelque chose enveloppé dans une toile cirée qui a bien sûr disparu. Mais il y a des résidus de cire. Comme un seau, peut-être. Très intéressant, dit mademoiselle Marple doucement. Vous voyez, sergent, les secrets sont un peu comme la cire. Ils peuvent préserver ou étouffer selon la façon dont on les traite. Il fronça les sourcils. Je ne vous suis pas. Vous me suivrez, murmura-t-elle gentiment. Avec le temps. De retour chez elle, elle posa son parapluie près de la porte et retira ses gants humides. Sur la cheminée se trouvait le bouton en argent, là où elle l'avait laissé quelques jours auparavant. À la lumière de la lampe, sa surface semblait désormais plus terne, comme si elle avait été touchée par de la cendre. Elle le retourna et remarqua, peut-être pour la première fois, une légère empreinte au dos, une sorte de marque du fabricant. F. Co. Whitcomb. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Encore Whitcomb, murmura-t-elle, comme la folie humaine peut être remarquablement constante. À ce moment-là, on frappa doucement à sa porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, Madame Hargreaves se tenait là, trempée et tremblante, serrant son châle. « Oh, mademoiselle Marple, je ne pouvais pas rester une heure de plus dans cet endroit. Il est parti, le frère de M. Pritchard. Il a pris un sac et a dit qu'il reviendrait chercher le reste. Mais il est parti si précipitamment, et il y avait quelque chose d'effrayant dans son attitude. Il m'a regardé comme si c'était moi qui avais fait ça. » Mademoiselle Marple la fit entrer doucement et la conduisit vers la cheminée. « Ma chère Madame Hargreaves, dit-elle doucement, peut-être avait-il cet air parce que, pour une fois, quelqu'un d'autre avait vu clair dans son jeu. » La propriétaire poussa un petit cri effrayé. Miss Marple lui versa du thé et s'assit en face d'elle, l'air serein. Dehors, la pluie s'intensifiait, chaque goutte frappant la vitre comme un lent compte à rebours. Quelque part entre le bruit de la tempête et le tic-tac de l'horloge, un léger frémissement de vérité agitait l'air, mais pas encore assez pour être nommé. La pluie murmurait contre les vitres, son rythme régulier comme un battement de cœur. Mademoiselle Marple attendit que les tremblements de Madame Hargreaves se calment suffisamment pour qu'elle puisse boire son thé sans le renverser. La femme était assise, recroquevillée près de la cheminée, la lueur du feu accentuant les rides d'épuisement sur son visage. « Je ne sais pas ce qui lui a pris, mademoiselle Marple, » dit-elle à voix basse. « Monsieur Pritchard, Léonard, je veux dire, il avait l'air à moitié fou quand il est parti. Il a dit quelque chose à propos de finir ce que son frère avait commencé. Je lui ai dit qu'il n'était pas prudent de sortir par un temps pareil, mais il ne m'a presque pas entendu. » Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. A-t-il emporté quelque chose avec lui? Juste sa petite valise marron et, oh, la clé en fer, celle que vous avez vue près de la cheminée. Je l'avais laissée sur le buffet après l'avoir polie, et quand je me suis retourné, elle avait disparu. Le tricot de mademoiselle Marple reposait inutilisé sur ses genoux. « C'est curieux de convoiter une clé sans serrure, » murmura-t-elle. « Mais peut-être sait-il où elle s'adapte. » Madame Hargreaves frissonna. « Vous pensez qu'il... » « Ma chère, » dit doucement mademoiselle Marple, « je pense qu'il a peur de quelque chose qui pourrait refaire surface. Les hommes dans son état d'esprit courent rarement vers quelque chose. » Il fuit. Dehors, le vent se leva, agitant les branches contre le toit comme des mains impatientes. Dans son rythme, mademoiselle Marple pouvait presque entendre l'écho de pas légers et délibérés, arpentant le sol du grenier où le premier Pritchard était mort. Au matin, la pluie avait cessé, mais le ciel restait couvert de nuages. Le sergent Slack annonça que Léonard Pritchard n'était pas revenu à l'auberge et n'avait pas pris le train. Son absence, tel un silence après une confession, semblait semer le trouble à St. Mary Mead. Mademoiselle Marple,
qui n'aimait pas les mystères géographiques autant que les mystères humains, décida de se rendre une nouvelle fois à l'auberge. Elle arriva sous le prétexte respectable de livrer des œufs. Une petite attention pour la pauvre Madame Hargreaves, qui a déjà assez de poids sur la conscience sans avoir en plus des placards vides. À l'intérieur, l'air était froid et légèrement métallique. Le salon avait perdu son éclat chaleureux. Même l'enseigne orange en forme de citrouille, à l'extérieur, semblait plus terne, comme si le scandale lui avait fait perdre sa couleur. Madame Hargreaves l'accueillit les yeux rougis. « J'ai gardé sa chambre fermée à clé, mademoiselle Marple. Le grenier, je n'arrive pas à me résoudre à monter là-haut. Alors, allons-y ensemble, dit doucement mademoiselle Marple. Elles montèrent l'escalier étroit, dont les marches craquaient sous leurs pieds. La porte du grenier s'ouvrit dans un soupir réticent. La pièce était petite. Elle ne contenait qu'un lit étroit, un bureau et une seule lucarne qui encadrait le ciel sombre. La poussière tourbillonnait là où la lumière de la lampe l'éclairait. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur la planche où Slack avait trouvé les traces de cire. Elle s'accroupit et tapota légèrement jusqu'à ce qu'un son creux lui réponde. À l'aide du bout de son parapluie, elle souleva la planche. Sous celle-ci, une cavité béante, désormais vide, à l'exception d'un morceau de tissu huilé accroché au bord. Le sergent Slack avait raison, dit-elle. Quelque chose était caché ici, et quelqu'un d'autre le savait. Madame Hargreaves semblait sur le point de s'évanouir. Vous voulez dire que M. Léonard l'a pris? C'est possible. Ou peut-être qu'il n'y est pas parvenu. En se relevant, le regard de mademoiselle Marple se posa sur le mur en face du lit. Là, faible mais visible dans le plâtre, se trouvait une trace de fumée, le contour d'une flamme de bougie et à côté, une tache sombre en forme de carré. Elle s'approcha. « Ah !» murmura-t-elle, « notre fantôme a été pratique. » Madame Hargreaves cligna des yeux. « Pratique ?» Mademoiselle Marple passa sa main gantée sur le mur. Quelqu'un a utilisé cette bougie pour chauffer le plâtre. Il se peut que quelque chose ait été pressé dessus, quelque chose de métallique, peut-être. Elle regarda vers la table où une seule goutte de cire était collée au bois. Un sceau, j'imagine, quelque chose qui vaut la peine de mourir ou de tuer. Lorsqu'ils descendirent, ils trouvèrent le sergent Slack qui attendait à la porte, son manteau ruisselant de pluie. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-il. « Vous avez le don d'apparaître là où le vent souffle le plus fort. Il y a du nouveau. Monsieur Léonard a été aperçu près du chemin qui longe la rivière. Un pêcheur l'a vu porter une petite boîte et a dit qu'il avait l'air sauvage. »« Une boîte » répéta doucement mademoiselle Marple. « Oui, cela semble logique. » Slack fronça les sourcils. « Logique ? Soit il a pris des preuves, soit il a pris le butin. Dans tous les cas, je vais le retrouver. » Elle posa doucement sa main sur sa manche. « Soyez prudent, sergent. Les hommes hantés par la peur confondent souvent la poursuite avec la justice. » Il lui lança un regard mi-méfiant, mi-respectueux à contre-cœur. « Vous avez une façon étrange de présenter les choses, mademoiselle Marple, mais je comprends ce que vous voulez dire. » À la tombée de la nuit, le village bourdonnait de rumeurs. Certains disaient que le frère s'était enfui à l'étranger. D'autres murmuraient qu'il s'était noyé par culpabilité. Mademoiselle Hartnell déclara que Madame Fanning avait été vue plus tôt près de la rivière, mais personne ne pouvait le confirmer. Les ragots, tels du lierre, avaient déjà commencé à grimper sur les murs de la respectabilité de chacun. Mademoiselle Marple était assise tranquillement dans son salon, le feu projetant de longues ombres sur le papier peint à fleurs. Le bouton en argent brillait faiblement à côté de sa tasse de thé, et à côté se trouvait une nouvelle curiosité, un morceau de journal plié que le sergent Slack lui avait montré plus tôt. C'était une vieille publicité pour une vente d'antiquités à Little Whitcomb. « Pièce de restauration »
Boiseries Tudor, sculptures ecclésiastiques. Le propriétaire, un certain Léonard Pritchard. Il semblait donc que la querelle entre les frères ne portait pas sur l'érudition, mais sur la propriété. Une distinction morale qui, d'après l'expérience de mademoiselle Marple, empêchait rarement les crimes. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était la femme du vicaire, pâle et agitée. « Oh, mademoiselle Marple, vous allez me trouver idiote, mais je viens de passer devant l'auberge, et je vous jure que j'ai encore vu une lumière à la fenêtre du grenier. Une bougie qui bougeait d'avant en arrière, comme si quelqu'un regardait dehors. » Mademoiselle Marple se leva aussitôt, le regard calme mais intense. « Non, ma chère, » dit-elle en prenant son châle. « Ce n'est pas du tout ridicule. Les gens imaginent rarement ce dont ils ne connaissent pas déjà l'existence. » Ensemble, elles traversèrent la ruelle. L'air nocturne était vif et embaumait les feuilles humides. L'auberge se dressait, sombre, contre le ciel, mais de la fenêtre la plus haute émanait une faible lueur orange, régulière, puis vacillante, puis à nouveau immobile. Madame Clement lui saisit le bras. « Vous voyez, elle est là !» Le regard de mademoiselle Marple ne vacilla pas. « Oui. Et cela nous dit quelque chose de très simple. Celui qui tient cette lumière souhaite être vu. » Elle s'approcha, plissant les yeux, alors que la lueur vacillait à nouveau. Un instant plus tard, le rideau bougea, et la flamme disparut comme si une main invisible l'avait éteinte. Un silence s'ensuivit, dense, dans l'attente. Puis vint un bruit très faible. Un plancher qui craquait au-dessus, suivi du bruit sourd de quelque chose qui tombait. Mademoiselle Marple serra son parapluie dans sa main. « Allez chercher le sergent Slack, » dit-elle doucement, « et dites-lui d'apporter une lanterne. » Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de l'auberge, celle-ci était entr'ouverte. L'air qui les accueillit était froid, chargé de l'odeur de la cire de bougie et de l'humidité de la rivière. Une goutte d'eau tomba du haut de l'escalier. Mademoiselle Marple leva les yeux, la voix calme comme toujours. « Notre fantôme, dit-elle, est rentré à la maison. » Le sergent Slack arriva quelques minutes plus tard, une lanterne à la main et l'air vif. La lumière vacillante traversait le couloir étroit de l'auberge, se reflétant sur le loquet en laiton et les empreintes de pas humides qui menèrent de la porte à l'escalier. Mademoiselle Marple s'écarta pour le laisser passer, son visage indéchiffrable sous la lueur constante. Madame Clement attendait près du seuil, murmurant des prières à voix basse. Les bottes de Slack craquèrent sur la première marche. « Celui qui est là-haut n'ira pas loin », marmonna-t-il en sortant sa torche. Le faisceau traversa le palier, révélant la lente dérive de la poussière soulevée par un mouvement récent. « Attention, sergent », dit doucement mademoiselle Marple depuis en bas. « Certains fantômes sont encore tout à fait capables de fermer les portes. » Il jeta un regard vif par-dessus son épaule, mi-irrité, mi-respectueux, puis monta les dernières marches et poussa la porte du grenier. L'air à l'intérieur était froid et lourd, comme si la tempête elle-même était passée et avait laissé derrière elle son froid. La bougie avait brûlé jusqu'à former une mare de cire sur la table. À côté, la fenêtre était à nouveau grande ouverte, les rideaux battant comme des ailes pâles. Slack traversa le seuil et dirigea sa torche vers le bas. Des empreintes de bottes boueuses traversèrent les ardoises du toit et disparaissaient au-delà du bord. « Il est parti », dit-il d'un ton sombre, « mais il est passé par là. » Mademoiselle Marple se dirigea silencieusement vers le bureau où une petite tache d'humidité marquait le bois. La suie de la bougie avait laissé une légère empreinte rectangulaire, de la taille d'une petite boîte. Son doigt en suivit le contour. « Il est revenu chercher ce qu'il avait caché, » murmura-t-elle. « Mais il a peut-être trouvé moins que ce qu'il espérait. » Slack examina le sol. Aucun signe de l'objet lui-même. Il a peut-être emporté vers la rivière.
C'est là qu'ils vont toujours, pensant que l'eau va tout nettoyer. L'eau nettoie rarement la culpabilité, répondit mademoiselle Marple. Elle ne fait que la déplacer. À l'aube, les recherches commencèrent. Les policiers se dispersèrent vers les prairies, leurs lanternes vacillant dans la brume comme des lucioles prudentes. Malgré les protestations de Slack, mademoiselle Marple les suivit à son rythme. La rivière était en crue à cause de la pluie, sa surface était épaisse et brune, transportant des brindilles et une ou deux feuilles noyées dans un lent cortège. Près de la passerelle, ils le trouvèrent, le petit sac marron, coincé contre un pilier, à moitié submergé. Slack le dégagera, l'ouvrit et jura doucement. À l'intérieur, il n'y avait qu'un enchevêtrement de tissu taché d'huile, et niché à l'intérieur, un fragment de bois sculpté. Un visage de chérubin, noirci par les intempéries, mais qui faisait indéniablement partie d'une pièce plus grande. « Une sculpture d'église », dit Slack. « Un vieux truc. Ça ne vaut pas la peine de tuer pour ça. » Miss Marple posa doucement son regard dessus. « Ah, mais la valeur est une mesure très personnelle, sergent. Pour certains, la rédemption elle-même n'a pas grand prix. » Il fronça les sourcils. « Vous pensez que c'est le même genre de relique que recherchait le frère. »« Je pense, dit-elle, que ce qui a été volé une fois n'a jamais été correctement restitué. Et les objets pris dans des lieux saints ont tendance à troubler la conscience, surtout s'ils portent des marques de propriété. » Elle effleura la sculpture avec son pouce ganté. Une trace rouge-brun apparut, séchée mais suffisamment fraîche pour être remarquée. Slack se pencha. « C'est du sang, ou de la culpabilité, » dit doucement mademoiselle Marple. « Ils se ressemblent beaucoup dans la pénombre. » Les agents suivirent la piste plus en aval, mais il n'y avait aucune trace de Léonard Pritchard. Seulement, près des roseaux, une branche cassée portait un fragment de tissu déchiré, de la laine sombre, tissée en ville, scintillant sous l'eau de la rivière. Slack le mit dans sa poche d'un air sombre. De retour au village, les rumeurs se multipliaient, plus vite que les preuves. Certains affirmaient que Léonard avait glissé dans le courant et s'était noyé. D'autres murmuraient qu'il s'était échappé par la route nord. Madame Hargreaves, pâle mais plus calme à présent, rouvrit son salon afin de prouver que l'auberge était à nouveau respectable. Mais chaque soir, lorsque le vent se levait, le bruit des volets qui claquaient semblait rappeler cette dernière lueur de bougie surnaturelle. Mademoiselle Marple passa son après-midi avec la femme du vicaire, tricotant et écoutant. La laine glissait entre ses doigts, à un rythme régulier, chaque boucle contenant une nouvelle pensée soigneusement contenue. « C'est curieux, dit-elle enfin, comme les gens préfèrent une tragédie bien ordonnée à une vérité désordonnée. Il est tellement plus facile de croire à la mort qu'à la tromperie. » Madame Clémence semblait inquiète. « Vous ne pensez donc pas qu'il soit mort ? » « Je pense qu'il est trop fier pour cela, » répondit mademoiselle Marple. « Les hommes qui vivent de leur possession renoncent rarement à celle-ci, qu'il s'agisse de biens, de secrets ou de péchés. » Ce soir-là, les cloches de l'église sonnèrent et pour l'office du soir, leurs notes étouffées par le brouillard. Mademoiselle Marple, rentrant chez elle dans le silence humide, s'arrêta au carrefour où la route se divisait. Un chemin menait vers la rivière, l'autre vers Little Whitcomb. Elle resta immobile, à l'écoute. Au loin, un moteur pétarada, puis démarra, avant de s'éloigner vers l'est. Le lendemain matin, cela se confirma. Une voiture avait été vue quittant les lieux avant l'aube, en direction de la route côtière. Le sergent Slack revint au cottage de mademoiselle Marple, le chapeau à la main, et l'irritation bouillonnant en lui. « Il est hors de notre portée, » dit-il. « S'il a vraiment tué son frère, il est assez intelligent pour disparaître. » Mademoiselle Marple versa le thé sans faire de commentaire. « Parfois, sergent, disparaître est le moyen le plus sûr d'attirer l'attention sur soi.
Cela incite à la poursuite, alors que le véritable objectif se trouve ailleurs. Il eut l'air sceptique. « Que voulez-vous dire ?» Elle lui tendit une tasse. « Je veux dire que nous recherchons peut-être un homme qui fuit la justice alors qu'il court peut-être vers le pardon. » Slack but en silence, refusant d'admettre qu'elle l'avait déstabilisé. Lorsqu'il partit, elle le regarda à travers les rideaux de dentelle s'éloigner à grands pas vers la gare, sa silhouette engloutie par le brouillard. Seule à nouveau, Mademoiselle Marple tourna son regard vers la cheminée où reposait toujours le bouton en argent. Elle le prit et le tint à côté du fragment de sculpture que Slack lui avait laissé pour qu'elle le garde en sécurité. La marque du fabricant du bouton brillait faiblement, et lorsqu'elle l'inclina vers la lumière du feu, elle remarqua une inscription similaire gravée sous la mâchoire du chérubin, F. & Co. Elle haussa légèrement les sourcils. Le même artisan. Whitcomb, encore. Le même motif qui ramenait à cette veuve tranquille, aux manières raffinées et au plateau taché de suie. Elle remit soigneusement les deux objets à leur place et se rassit, le feu crépitant doucement dans le silence. Dehors, le vent se mit à agiter les haies, transportant à travers la brume le son lointain des cloches de l'église. Il sonna 7 fois avant de s'éteindre dans le silence. Mademoiselle Marple écouta, les yeux mi-clos, comme si elle entendait quelque chose au-delà du carillon. Un faible écho peut-être. Des pas sur le plancher d'un grenier ou le grincement d'une vieille clé tournant enfin dans la serrure qui lui revenait de droit. Le dernier coup de cloche flottait dans l'air comme de la fumée, se dissolvant dans le silence du soir. Mademoiselle Marple resta près de la cheminée, son tricot intact, ses pensées tissant leurs propres motifs plus fins. La coïncidence des marques F. & Co. Whitcomb avait la tranquille inévitabilité d'un fil tendu. Elle pouvait presque voir la toile se former. L'auberge, la veuve, les frères, la relique. Quelque part en son centre, une vérité attendait, quelque chose de délicat, presque triste, que personne ne souhaitait affronter. Un coup à la porte interrompit sa rêverie. C'était le docteur Haydock, son manteau humide à cause du brouillard. « Vous allez me trouver fantaisiste, mademoiselle Marple, » dit-il en entrant et en se frottant les mains. « Mais il y a eu un autre incident au Haunted Pumpkin. Madame Hargreaves m'a de nouveau fait venir. Elle est complètement hors d'elle. » Mademoiselle Marple lui fit signe de s'asseoir sur la chaise, en face d'elle. « Asseyez-vous, docteur. Un peu de thé avant d'affronter d'autres fantômes ?» Il sourit ironiquement. « Pas ce soir. » La pauvre femme jure avoir entendu des voix, 2 hommes qui se disputaient dans le salon. Quand elle est descendue, il n'y avait personne, seulement le feu qui brûlait plus fort qu'elle ne l'avait laissé et un petit miroir tombé de la cheminée, complètement brisé. Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent. « Un miroir, un objet bon marché, » dit-il, mais elle affirme qu'il ne lui appartenait pas. « Ah !» murmura mademoiselle Marple. Alors il appartenait peut-être à quelqu'un qui voulait voir plus que son reflet. Le médecin haussa un sourcil. « Vous voulez dire que quelqu'un l'a laissé là, délibérément ?» Elle sourit faiblement. « Les miroirs sont comme les gens, docteur. Ils ne montrent la vérité que lorsqu'ils ne sont pas voilés, et ils se brisent lorsqu'on appuie trop fort dessus. » Il rit, un peu mal à l'aise. Vous avez une façon de parler qui fait voir des ombres en plein jour. Quoi qu'il en soit, je serai content quand cette affaire sera terminée. Elle perturbe toute la paroisse. Une fois qu'il fut parti, mademoiselle Marple se tint à la fenêtre, le brouillard estompant la lumière des lampadaires en halo. Au-delà de la haie, elle entendit des pas, réguliers, ni précipités, ni hésitants. Un instant plus tard, elle entendit le léger tintement métallique du loquet du portail. Elle écarta le rideau et vit le sergent Slack s'approcher, les épaules voûtées, un paquet en papier sous le bras. « Bonsoir, mademoiselle Marple, » dit-il en retirant son chapeau. « J'ai pensé qu'il valait mieux vous montrer ceci avant que les ragots ne s'en emparent. »
Il déballait le paquet pour révéler le miroir brisé. « Je l'ai trouvé près de la cheminée, comme l'avait dit le médecin. Regardez ici. Qu'en pensez-vous » Le long du bord arrière du cadre, à peine visible sous la suie, une série de lettres était gravée dans le bois. F & Co. Whitcomb. Mademoiselle Marple l'observa en silence. « Vous voyez, sergent, dit-elle enfin, cette histoire a tendance à revenir à son auteur. On pourrait dire que l'artisanat est une question de destin. » Il fronça les sourcils. « Vous pensez que la veuve est impliquée ? Je pense, dit-elle doucement, que la différence entre posséder et voler dépend souvent de qui est encore en vie pour revendiquer la chose. » Slack se déplaça, mal à l'aise. « Nous avons eu des nouvelles de la côte, aucun signe du frère. Mais quelqu'un correspondant à sa description a acheté de l'essence dans une station-service près de Whitcomb hier soir. Il se dirigeait vers l'intérieur des terres, pas vers la côte. S'il est retourné là-bas, alors soit il est très stupide, dit mademoiselle Marple, soit il est sur le point de se trahir. » Le sergent hésita, clairement tiraillé entre la procédure et son intuition. « Si je devais m'y rendre demain matin, je pense que ce serait mieux ce soir, dit-elle doucement. Le brouillard cache beaucoup de choses, mais il perturbe aussi les menteurs. Ils oublient dans quelle direction ils marchent. Il semblait dubitatif, mais acquiesça. Vous avez généralement raison, malheureusement. Je vais prendre l'agent Brent avec moi et aller parler à la veuve, si elle veut bien m'ouvrir sa porte. Une fois qu'il fut parti, mademoiselle Marple resta assise tranquillement, les mains jointes. La maison semblait anormalement calme. Sur la cheminée, le petit bouton en argent reflétait à nouveau la lumière de la lampe, et elle pensa à quel point son éclat était modeste comparé au remue-ménage qu'il avait provoqué. La respectabilité, songea-t-elle, était souvent polie jusqu'à briller de la même manière, cachant la rouille en dessous. Quelques heures plus tard, elle fut réveillée par l'écho lointain d'un moteur. Son réveil indiquait 1h30. À travers la fine dentelle du rideau, elle vit 2 faibles faisceaux traverser le brouillard, puis s'estomper en direction de Whitcomb. Elle attendit, patiente comme un chat devant un trou de souris. Quelque part dans cette obscurité, elle le savait, l'histoire préparait sa confession. Le matin apporta un soleil froid et un messager. Le sergent Slack réapparut, le visage pâle mais étrangement triomphant. « Vous allez vouloir entendre ça, mademoiselle Marple. Nous l'avons trouvé. Vivant ? Vivant et pas seul. » Il s'assit lourdement, essuyant l'humidité du bord de son chapeau. C'était chez madame Fanning. Il était entré par effraction. Il prétendait vouloir lui parler en privé de la mort de son frère. Quand nous sommes arrivés, ils étaient tous les deux dans le salon, elle calme comme un dimanche, lui blanc comme un linceul. Sur la table se trouvait la même sculpture en bois que vous avez vue, ainsi que quelques vieux documents de l'église. Elle a dit qu'il était venu l'accuser de les avoir cachés. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent. « Et l'a-t-elle fait ?» Slack se frotta le menton. C'est là que ça devient bizarre. Elle a dit qu'elle lui avait acheté la sculpture il y a 1 an, pensant qu'il s'agissait d'une reproduction. Mais il l'a traitée de voleuse, affirmant qu'elle faisait partie d'une collection que leur famille avait perdue. Il avait complètement perdu la tête. « C'est tragique, » dit doucement mademoiselle Marple. « Les gens s'accordent si rarement sur la valeur de ce pourquoi ils vendent leur tranquillité. » Elle viendra au commissariat cet après-midi pour faire une déposition. Il est sous surveillance chez le médecin. Il continue de délirer en disant que son frère la faisait chanter. Quelque chose à propos d'une lettre, d'une honte. Slack secoua la tête. C'est un vrai casse-tête, mademoiselle Marple, et je serais bien incapable d'y voir clair. Vous y arriverez, sergent, dit-elle en se levant pour lui servir du thé. Assurez-vous simplement de regarder du bon côté du miroir. Il eut l'air perplexe, la remercia et repartit avec le miroir sous le bras. Lorsque la porte se referma,
Mademoiselle Marple se rassit et reprit son tricot. Le motif avait grandi, net, symétrique, sans aucune maille lâchée. Elle le regarda, avec une satisfaction tranquille, puis regarda le feu. Dans sa lueur, elle imagina la scène qui se déroulait à Whitcomb. La grâce de la veuve, le tremblement du frère, la vieille relique qui les liait tous les deux. Les apparences, pensa-t-elle, étaient les menteurs les plus fidèles qui soient. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire en avaient soigné une. La propreté de Madame Hargreaves, le chagrin de Léonard, le décorum de Madame Fanning, même l'honnêteté brutale du sergent. Mais la vérité, comme la fumée d'une bûche humide, ne pouvait s'empêcher de se frayer un chemin dans la pièce. Dehors, la cloche de l'église sonna une fois, marquant le passage d'une heure. Le regard de mademoiselle Marple se porta vers la fenêtre, où le brouillard commençait à se dissiper, révélant le faible scintillement du givre sur les haies. Quelque part au-delà de ces haies, des réputations s'effilochaient aussi nettement que des fils coupés d'un seul coup de ciseau. Elle se pencha en avant pour ajuster la flamme, ses yeux reflétant la lueur du feu. « Bientôt, murmura-t-elle, nous verrons qui regardait dans le miroir et qui regardait à l'extérieur. » La bouilloire se mit à siffler doucement, comme pour faire écho à sa pensée. Le sifflement de la bouilloire s'évanouit dans le silence, remplacé par le faible grattement des pas sur le chemin à l'extérieur. Mademoiselle Marple, qui avait anticipé ce rythme particulier, se leva avant que l'on ne frappât à la porte. Le sergent Slack se tenait à nouveau dans l'embrasure de la porte, mais cette fois-ci, il semblait plus harassé que triomphant. « Bonjour, mademoiselle Marple. Vous avez le don d'être toujours prête à m'accueillir, » dit-il en essayant de sourire. « Mais ce n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire. La veuve a fait sa déposition et cela a rendu les choses encore plus confuses. » Elle fit un geste vers la cheminée. « Une tasse de thé vous aidera à démêler tout ça, sergent. » Il accepta la tasse et se réchauffa les mains. Elle est intelligente, celle-là, calme comme tout. Elle prétend que Léonard Pritchard a fait irruption en criant à propos d'une lettre que son mari avait écrite il y a des années. Une lettre qui était censée prouver qu'elle avait vendu des biens appartenant à l'Église, sans autorisation. Elle dit qu'il était enragé, qu'il l'a accusé de meurtre, puis qu'il s'est évanoui. « Pauvre homme !» murmura mademoiselle Marple. « La conscience s'épuise souvent avant de se confesser. Le docteur Haydock dit qu'il est en assez bonne santé, même si son esprit est à moitié parti. Il ne cesse de marmonner que son frère avait la preuve, qu'elle est cachée, quelque part où personne ne la trouvera. Mais je vous le dis, mademoiselle Marple, s'il y a jamais eu une telle lettre, elle a disparu pour de bon. Nous avons fouillé leurs 2 chambres, chaque tiroir, chaque planche du parquet. Disparu à jamais, répéta-t-elle doucement, n'est rarement aussi définitif que cela semble l'être. Slack fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle ment en disant qu'elle ne l'a pas. Je pense qu'elle a l'habitude de gérer la vérité par petites portions respectables, répondit mademoiselle Marple. Comme la plupart d'entre nous. Il soupira en repoussant sa chaise. Le chef de la police veut classer l'affaire comme un accident. Il dit qu'il n'y a aucune preuve d'acte criminel, juste des secrets qui ne valent pas la peine d'être dévoilés. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent d'un amusement discret. « Ah, mais c'est précisément ce sur quoi comptent les secrets, sergent. La fatigue. » Il la regarda d'un air incertain, marmonna quelque chose à propos de l'intuition féminine, et partit. Le loquet se referma, laissant mademoiselle Marple seule avec le tic-tac de l'horloge de la cheminée. Son regard se posa à nouveau sur le bouton et la sculpture à côté. Tous deux portaient la même marque discrète du fabricant, la signature de F & Co. Whitcomb. Peut-être la signature d'un artisan ou l'emblème d'un marchand. Mais qu'est-ce qui reliait une sculpture provenant d'une église, un poignet de chemise d'homme et le miroir d'une veuve sous un même nom? Ce n'était pas une coïncidence, mais une continuité.
Mademoiselle Marple mit son chapeau et se mit en route vers Whitcomb. La route scintillait de givre, l'air était si vif qu'il piquait les joues. Le long des haies, de petits oiseaux s'envolaient nerveusement à son passage, battant des ailes comme des papillons de papier. Elle pensa à la lettre manquante, disparue 2 fois, une fois avant le décès et une autre fois après. De telles choses ne disparaissaient pas. Elles étaient déplacées, comme des mensonges réarrangés pour mieux convenir à une conscience. La maison de Madame Fanning apparut devant elle, aussi soignée que jamais. De la fumée s'élevait régulièrement de la cheminée, trop calme pour une maison touchée par un scandale. La veuve elle-même répondit rapidement à la sonnette, vêtue avec la même élégance soignée qu'auparavant. « Mademoiselle Marple, dit-elle froidement, je pensais que toutes les enquêtes étaient terminées. »« Je suppose que oui, » répondit Mademoiselle Marple doucement. « Mais vous savez combien les esprits âgés s'attardent sur les schémas inachevés. J'ai réfléchi à l'artisanat. » « L'artisanat ? Oui, comment une chose peut être à la fois belle, utile et complètement fausse. Je me demandais si votre défunt mari avait déjà eu affaire à F & Co. Un atelier peut-être. J'ai remarqué leur marque sur quelques objets liés à cette affaire. Une légère ombre passa sur le visage de Madame Fanning. Je crois avoir entendu ce nom. Mon mari restaurait des meubles anciens. De nombreuses entreprises lui fournissèrent des pièces. Comme c'était industrieux de leur part, dit Mademoiselle Marple. Cela devait être un commerce rentable, transformer des reliques en reproductions et les vendre à des gens qui préféraient le sentiment à l'authenticité. La veuve se raidit. « Si vous insinuez que mon mari était malhonnête. »« Pas du tout, » répondit Mademoiselle Marple d'un ton serein. « Je disais simplement qu'il avait un œil averti pour ce que les gens voulaient croire. C'est après tout l'essence même des affaires, et parfois de l'amour. » Un silence s'installa pendant un instant. Puis Madame Fanning se tourna vers la cheminée. « Vous êtes une femme perspicace, Mademoiselle Marple, mais je vous assure que je n'ai plus rien à cacher. » Le regard de Mademoiselle Marple suivit le sien jusqu'à la cheminée, où se trouvait une photographie encadrée. Monsieur Fanning, beau et solennel, une main posée sur un coffre finement sculpté. Le motif sur le panneau correspondait au fragment de chérubin trouvé dans la rivière. « Une pièce remarquable, » dit doucement Mademoiselle Marple. « L'œuvre de votre mari ?»« Oui, » répondit rapidement Madame Fanning. « Il l'a vendue il y a des années. »« À Monsieur Pritchard, peut-être ?» Les doigts de la veuve tressaillirent. « Je ne m'en souviens pas. » Mademoiselle Marple sourit. La mémoire est un instrument délicat. Elle joue souvent ce que l'on souhaite entendre. Elle jeta un coup d'œil vers le bureau où se trouvait une petite pile de correspondances, soigneusement empilée. « Puis-je vous demander un timbre, ma chère ? J'ai promis d'envoyer une lettre pour notre vicaire. »« Bien sûr, » répondit Madame Fanning en se dirigeant vers le tiroir. Mais sa main hésita avant de l'ouvrir. Cette pause fut suffisante. Le regard de Mademoiselle Marple s'attarda sur le bord du tiroir, d'où dépassait un coin de parchemin fin, friable et jauni. Il semblait avoir été soigneusement caché. « Je n'en prendrai pas, finalement, » dit Mademoiselle Marple gentiment. « Vous avez déjà assez à faire sans avoir à gérer un bureau de poste. » La veuve sourit, mais ses yeux se posèrent à nouveau sur le tiroir. « Si vous changez d'avis, je le ferai, » dit Mademoiselle Marple. « Bonne journée, Madame Fanning. » Dehors, l'air était devenu encore plus froid. Le givre scintillait désormais le long de la route comme du verre poudré. En rentrant, Mademoiselle Marple repensa à la main tremblante de la veuve, au papier caché, à la toile qui se resserrait autour de la fierté du village. Quand elle arriva à St. Mary Mead, elle trouva le docteur Haydock qui l'attendait à sa porte. « Vous ne chômiez pas, » dit-il. « Slack m'a dit que vous aviez encore hanté Whitcomb. »« Je ne la hante pas, docteur, » répondit-elle avec un léger sourire. « Je me contente d'écouter les échos. » Il fronça les sourcils.
Les nerfs de cette veuve sont déjà suffisamment à vif sans qu'on la questionne davantage. Elle a demandé un sédatif. Les sédatifs sont très réconfortants, dit mademoiselle Marple. Ils permettent d'oublier plus facilement ce que l'on a caché. Il la regarda d'un air sévère. Vous pensez qu'elle est coupable? Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. Je pense qu'elle a peur, et la peur est la preuve la plus sûre de quelque chose de vrai. Ce soir-là, alors que les lampes étaient allumées, le sergent Slack revint une fois de plus. Son manteau était couvert de givre, son attitude était vive. Nous avons eu un revirement étrange, mademoiselle Marple. La veuve est venue au poste avec un papier qu'elle dit avoir trouvé par hasard. Elle prétend que c'est la lettre que tout le monde recherchait. Mais là, moitié du texte a disparu, effacé, et le reste est presque illisible. Les lèvres de mademoiselle Marple esquissèrent un léger sourire. « Ah, alors ce n'est pas du tout la lettre que nous recherchions. C'est celle qu'elle aurait voulu que nous trouvions. » Slack fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'elle est fausse? »« Je veux dire, dit-elle, que c'est une imitation de la vérité. La vraie lettre sera bien moins respectable. » Il cligna des yeux, ne sachant pas si elle le taquinait ou non. « Et où pensez-vous la trouver, mademoiselle Marple ?» Elle se tourna vers la cheminée, où le feu crépitait joyeusement, léchant les bûches noircies. « À l'endroit que tous les pêcheurs choisissent, sergent, » dit-elle doucement. « Un endroit sûr, où les choses sont détruites et non découvertes. » Les flammes bougèrent, et une seule braise tomba sur la grille dans un sifflement. Le sifflement de la braise se fondit dans le murmure du vent qui soufflait dans la cheminée. Mademoiselle Marple la regarda s'enrouler vers le haut et disparaître, comme si le feu lui-même avait avalé le son. Quelque part sous cette chaleur douce et constante se trouvait le motif qu'elle avait tracé, avec autant de soin que de la dentelle et autant de patience que le temps. Chaque fil de tromperie avait retrouvé son chemin, sans faillir, vers une lueur familière. L'auberge Haunted Pumpkin Inn. Le lendemain matin, le sergent Slack se présenta de nouveau à sa porte, cette fois sans son arrogance habituelle. « Nous avons trouvé quelque chose, mademoiselle Marple, » dit-il en lui tendant un petit paquet enveloppé dans du papier journal. « Vous aviez raison au sujet de l'incendie. Madame Hargreaves a fait vider la grille ce matin, et dans les cendres, il y avait ceci. » Il déballait le paquet sur sa table. À l'intérieur se trouvait le bord carbonisé d'une enveloppe, dont le cachet de cire avait fondu en une tache sombre. En dessous, un morceau de parchemin déchiré, décoloré, mais encore lisible par endroits. Mademoiselle Marple ajusta ses lunettes. Vente d'objets appartenant à la chapelle Saint-Swithin, paiement à F&Co, Whitcomb, consentement en attente de la signature de M. Fenning. Elle leva les yeux, l'air doux mais intérieurement précis. Notre lettre existait donc bel et bien, et s'est avérée un peu moins obligeante que celles qui l'ont remplacée. Slack se frotta la mâchoire. On dirait qu'elle a essayé de la brûler hier soir, puis qu'elle a paniqué et nous a apporté l'autre. Elle pensait pouvoir effacer ses traces. C'est fort possible, dit mademoiselle Marple. Mais il faut se demander ce qui l'a poussée à le faire maintenant, après l'avoir gardée en sécurité pendant si longtemps. Il fronça les sourcils. Peut-être savait-elle que nous étions sur le point de la trouver. « Où ?» dit doucement mademoiselle Marple. « Quelqu'un lui a dit que nous étions sur le point de la trouver. » Le sergent la fixa du regard. « Vous voulez dire Léonard ? Je veux dire, répondit-elle, que la culpabilité voyage souvent plus vite que les pas. S'il s'était vraiment enfui, il n'aurait aucune raison de lui faire peur. Mais s'il voulait la faire taire... » Slack se leva brusquement. « Vous pensez qu'il est revenu ? » ?»« Je pense, dit mademoiselle Marple, qu'il n'est jamais parti. » Ils se rendirent ensemble à l'auberge. La brume matinale s'accrochait aux avant-toits de chaume, et l'air sentait légèrement la suie et les feuilles humides. À l'intérieur, madame Hargreaves balayait le sol avec une énergie nerveuse.
Elle sursauta lorsqu'ils entrèrent, son balai claquant contre la cheminée. « Oh, sergent, mademoiselle Marple, je ne m'attendais pas. Mon Dieu, qu'y a-t-il encore ?»« Juste une routine, madame Hargreaves, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Quelqu'un est-il venu vous voir ce matin ?» Les yeux de la femme se tournèrent vers la porte arrière. « Non, personne, sauf le laitier. Mais j'ai entendu quelque chose dans l'arrière-cuisine tout à l'heure. J'ai pensé que c'était le chat. » Slack fit signe à un agent d'aller vérifier. Quelques instants plus tard, un cri aigu retentit. Ils suivirent le son et trouvèrent la porte du garde-manger légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, accroupi à côté d'une pile de caisses, se trouvait Léonard Pritchard. Son visage était gris d'épuisement, ses vêtements humides et ses mains couvertes de cendres. Il leva les yeux avec un calme étrange et las. « C'est donc fini, » dit-il doucement. « Vous l'avez trouvé. »« Trouvé quoi ?» aboya Slack. Le regard de Léonard passa par-dessus lui pour se poser sur mademoiselle Marple. « La lettre. C'est tout ce qui compte maintenant. J'ai essayé de la détruire, mais elle m'a devancé. » La voix de mademoiselle Marple était douce. « Madame Fanning. » Il acquiesça d'un signe de tête, tremblant. « Elle s'est servie de mon frère. Elle l'a d'abord payé pour qu'il garde le silence sur les gravures de la chapelle. Mais il n'a pas pu s'empêcher de la presser de questions. Il a dit qu'elle avait fait fortune en vendant des reliques sous le nom de son mari. Il a menacé de la dénoncer à moins qu'elle ne... le dédommage. Quel idiot, il se croyait malin. Le ton de Slack se durcit. « Et vous? Vous êtes allé l'arrêter ?» Léonard eut un rire amer. « Pour le protéger, c'est ce que je me suis dit. Quand je suis arrivé, il était déjà mort. Une crise cardiaque, ont-ils dit. Peut-être. Mais elle était là, je l'ai vue s'éloigner dans la cour. Elle était venue récupérer la lettre qu'elle lui avait envoyée. Mais elle ne savait pas qu'il l'avait cachée. » Mademoiselle Marple l'observa attentivement. « Et après ? Je l'ai trouvée dans le grenier. Je pensais que si je la brûlais, tout serait fini. Mais je n'ai pas pu le faire. Je l'ai apportée ici, pensant que personne ne prêterait attention à des cendres dans une cheminée. Et puis, elle m'a trouvé. » Madame Hargreaves eut le souffle coupé. « La veuve, elle est venue ici, » Léonard acquiesça faiblement. « Hier soir, elle a dit qu'elle était venue pour finir les choses correctement. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Mais elle est restée debout près du feu, en pleurant. Elle a dit que le passé devait brûler, que c'était le seul moyen de redevenir respectable. » La voix de mademoiselle Marple était à peine plus qu'un murmure. « La respectabilité est un dieu si cruel à servir. » Slack s'approcha. « Vous allez devoir me suivre, monsieur Pritchard. Vous irez vous-même en parler au commissaire. » Léonard n'opposa aucune résistance. Tandis qu'il l'emmenait, mademoiselle Marple resta près de la cheminée. Elle se baissa et balaya les cendres avec un tisonnier. Sous la suie, les contours flous d'une écriture brillaient, là où le parchemin avait brûlé de manière inégale, des mots fantômes, tenaces comme la mémoire. Elle se demanda si la vérité disparaissait jamais complètement ou si elle apprenait simplement à se dissimuler sous les ruines. Ce soir-là, Sainte Mary Mead bruissait de ragots discrets. Au presbytère, Madame Clement déclara que le péché avait enfin trouvé son maître. À la poste, mademoiselle Hartnell affirmait que la veuve n'était pas meilleure qu'elle ne devrait l'être. Chaque auditeur ajoutait une nouvelle touche à l'histoire, comme si le fait de réarranger les faits pouvait restaurer la respectabilité. Mademoiselle Marple, assise près de sa lampe, écoutait les murmures à travers la fenêtre ouverte. Les voix humaines, songeait-elle, ressemblaient beaucoup au feu. Elle consumait tout ce qu'elle touchait, ne laissant derrière elle que ce qui ne pouvait brûler. Plus tard, le docteur Haydock passa lui apporter des nouvelles de la police. « Ils ont inculpé Léonard pour dissimulation et obstruction, mais pas pour meurtre, » dit-il. « La mort du frère est considérée comme une insuffisance cardiaque. »
La veuve a fait des aveux. C'est une triste affaire. Elle pensait pouvoir acheter le silence, puis le repentir. Mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot. « Le repentir, dit-elle doucement, s'achète rarement avec de l'argent. » Le docteur soupira. « Vous avez une façon compatissante de voir les méchants, mademoiselle Marple. Je me demande parfois si vous aimez vraiment l'humanité. » Elle sourit faiblement. « Oui, docteur, mais je l'aime surtout quand elle ne se rend pas compte qu'on l'observe. » Une fois qu'il fut parti, le silence revint dans la maison. Le feu brûlait faiblement, ses braises devenant grises. Mademoiselle Marple prit le bouton en argent une dernière fois et le fit tourner entre ses doigts. Il brillait, même si sa surface n'était plus propre. Un petit morceau de suie s'était déposé dans son motif, imperceptible, peut-être, sauf pour un observateur très patient. Elle le reposa délicatement sur la cheminée, à côté du fragment de sculpture, deux moitiés d'un même péché, l'une brillante, l'autre carbonisée. Au-delà de la fenêtre, la cloche de St. Mary Mead sonna 9 heures. Mademoiselle Marple croisa les mains et écouta le son s'évanouir, pensant à quel point le village allait parfaitement retrouver son calme. Le scandale serait raconté comme une leçon, adouci par le temps, purifié par les discussions. La vie continuerait exactement comme avant, mais avec un peu plus de prudence, un peu plus de raffinement, un peu moins d'authenticité. Dans la lumière déclinante, les cendres sous l'âtre bougèrent doucement, libérant une dernière volute de fumée qui s'éleva en spirale, pâle comme un souffle. Le dernier filet de fumée s'évanouit dans la pénombre au-dessus de l'âtre, et St. Mary Mead sembla expirer, comme une scène entre deux représentations, lorsque le rideau est tombé, mais que le public n'a pas encore bougé. Mademoiselle Marple resta assise près du feu qui se refroidissait, le faible tic-tac de l'horloge accompagnant ses pensées. Dehors, la nuit s'approchait de l'aube, et le village, toujours désireux d'oublier ses péchés, commençait déjà à composer sa nouvelle histoire. Une histoire de peur, de folie et de décence retrouvée. Au matin, la première de ces nouvelles histoires circulait déjà. À l'épicerie, Madame Price Ridley annonça solennellement qu'il s'agissait d'un terrible malentendu et que la pauvre Madame Fanning n'avait agi que pour protéger la réputation de son défunt mari. À la poste, Mademoiselle Hartnell était tout aussi convaincue qu'il s'agissait d'une affaire familiale. Rien de criminel, bien sûr. Personne ne mentionna la cupidité ou la tromperie. Ces deux sujets étaient au démodé avant 11 heures. Mademoiselle Marple, qui s'était arrêtée près du green, écouta ces variations avec la patience tranquille de quelqu'un habitué au pouvoir éditeur de la mémoire collective. L'auberge Haunted Pumpkin Inn se trouvait de l'autre côté de la ruelle, ses fenêtres fraîchement polies, ses volets fraîchement repeints. Même le scandale, semblait-il, pouvait être poli jusqu'à briller. Madame Hargreaves elle-même balayait le seuil, fredonnant un hymne qui s'interrompait toutes les quelques mesures. « Bonjour, Madame Hargreaves, » dit Mademoiselle Marple. La femme se redressa rapidement, les yeux rivés sur les fenêtres du grenier. « Bonjour, Mademoiselle Marple. Nous essayons de remettre les choses en ordre. C'est étrange. Cependant, je n'arrive pas à me résoudre à rallumer le feu à l'étage. Cela me semble mal, d'une certaine manière. »« Les feux sont des créatures honnêtes, » dit Mademoiselle Marple d'un ton doux. « Ils révèlent ce que les gens essaient de cacher. » Madame Hargreaves frissonna. « J'aimerais qu'ils en révèlent moins. L'inspecteur dit qu'il n'y aura pas d'enquête maintenant. Ils ont emmené M. Léonard pour le procès à Londres. C'était un homme si poli. Il me remerciait toujours, même quand il semblait sur le point de s'effondrer. » Mademoiselle Marple acquiesça. La politesse est l'un des déguisements les plus fiables en Angleterre. Elle permet aux gens de dire des choses horribles avec beaucoup de gentillesse. Elle poursuivit sa marche vers l'église, où la femme du vicaire arrangeait des lys devant l'autel. Le parfum était fort,
presque écœurant. « C'est dommage, » dit madame Clement, en levant les yeux, « que le service de ce soir soit si peu fréquenté. Les gens pensent tant trop à l'auberge et pas assez à la chapelle où tout a commencé. » « Les gens préfèrent les fantômes visibles, » répondit mademoiselle Marple. « Ils sont moins exigeants que les fantômes spirituels. » Le vicaire lui-même sortit de la sacristie, l'air grave. « Je dirai quelques mots pour les deux frères, » dit-il, « même si je soupçonne qu'aucun d'eux ne m'en remerciera. »« Peut-être pas, » dit doucement mademoiselle Marple. Mais les prières sont comme la lumière qui traverse un vitrail. Elles atteignent même ceux qui ont fermé leurs volets. Lorsque le service commença ce soir-là, l'église était peu remplie. Les villageois étaient assis dans un silence pieux, le visage soigneusement arrangé pour paraître respectable. Alors que les hymnes s'élevaient, mademoiselle Marple les observa. Les lèvres qui bougeaient sans conviction, les yeux qui se détournaient lorsque le nom de madame Fanning était mentionné. La veuve elle-même n'était pas présente. Selon les ragots, elle se reposait sous la surveillance d'un médecin à Bath. L'histoire avait déjà été arrangée pour elle. Une femme fragile, détruite par le chagrin et l'incompréhension, et non par la tromperie. Après la cérémonie, alors que les fidèles se dispersaient dans le crépuscule glacial, mademoiselle Marple s'attarda près du porche. Le brouillard qui hantait le village depuis des semaines se levait maintenant, laissant l'air froid et douloureusement limpide. La lune était suspendue au-dessus des toits, comme une pièce de monnaie trop polie. Le sergent Slack s'approcha, l'air inhabituellement calme. « Bonsoir, mademoiselle Marple. J'ai pensé que vous voudriez savoir que la sculpture a été envoyée au musée de Whitcomb. Un type du bureau diocésain dit qu'elle est authentique, de l'époque Tudor, et qu'elle vaut une petite fortune. Étrange, n'est-ce pas? Tout ce tapage pour un morceau de bois. Les objets survivent souvent à leur propriétaire, sergent, dit mademoiselle Marple. Ils portent le poids des souvenirs sans se plaindre. Il acquiesça, se déplaçant maladroitement. Vous aviez raison au sujet de la veuve, bien sûr. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal, qu'elle voulait seulement préserver la réputation de son mari. C'est drôle, comme les gens peuvent se ruiner pour paraître irréprochables. Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire. C'est très anglais, sergent. La saleté sous la surface est bien moins troublante qu'une tache que les autres pourraient voir. Ils restèrent un moment silencieux, regardant les derniers villageois s'éloigner dans l'allée. De l'auberge lointaine leur parvenait le tintement faible d'un verre, le bruissement de voix, s'efforçant trop de paraître joyeuse. La vie, pensa-t-elle, était bien déterminée à reprendre son cours, aussi effiloché fut-il. Plus tard, de retour dans son salon, mademoiselle Marple posa sa tasse de thé et saisit une fois de plus le bouton en argent. Il brillait faiblement à la lueur du feu, même si la trace de suie était toujours là, petite cicatrice de ce qui s'était passé. Elle le fit tourner entre ses doigts, sentant son poids lisse, solide, ordinaire et profondément révélateur. La fin de l'affaire ne lui procura aucune satisfaction, seulement la mélancolie tranquille qui suit le rétablissement de l'ordre. Elle savait que le mal était rarement spectaculaire. Il portait des gants de velours et s'exprimait avec une grammaire correcte. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas la cupidité qui avait déclenché l'affaire, mais l'empressement du village à la classer sous la rubrique « tragédie », un mot qui permettait à chacun de garder intacte sa sympathie et de ne pas remettre en question sa morale. Elle se leva, remua le feu et jeta un coup d'œil vers la cheminée où le chérubin sculpté gisait toujours à côté du bouton. Les deux semblaient désormais compagnons. L'un, vestige d'une foi corrompue, l'autre, vestige d'une vanité déguisée en vertu. Tous deux, à leur manière, avaient été polis pour tromper. On frappa faiblement à la porte, doucement, sans assurance. Lorsqu'elle ouvrit, madame Price Ridley se tenait sur le perron, son châle serré autour d'elle.
Pardonnez-moi, mademoiselle Marple, mais j'ai pensé que vous voudriez savoir que le Haunted Pumpkin a rouvert. Ils servent à nouveau le dîner, croyez-le ou non. Madame Hargreaves dit qu'elle ne laissera pas un petit incident gâcher son gagne-pain. Mademoiselle Marple sourit. Nul doute qu'elle en fera un excellent pudding, tout comme le village fera de cette histoire. La femme renifla. C'est quand même étrange. On dit qu'elle a gardé ce grenier fermé à clé. Superstitieuse, je suppose. La superstition n'est que la conscience qui refuse d'être réduite au silence, dit mademoiselle Marple. Certaines portes doivent rester fermées jusqu'à ce que le cœur ose les ouvrir. Madame Price Ridley eut l'air déconcertée, murmura quelque chose de poli et se retira dans le brouillard. Lorsque mademoiselle Marple revint s'asseoir, le feu avait de nouveau faibli. Elle arrangea son châle, les yeux à moitié fixés sur les braises et à moitié sur le reflet de la pièce dans la fenêtre sombre. La maison semblait plus petite dans cette vitre, ordonnée, sereine, respectable. Pourtant, elle savait trop bien à quel point un tel calme pouvait être fragile. Au-delà de la vitre, un mince filet de fumée s'échappait encore de la cheminée de l'auberge, se dissolvant dans la nuit. Cela ressemblait, pensa-t-elle, à l'âme même du village, restaurée en surface, mais encore légèrement souillée en profondeur. Son tricot l'attendait à côté d'elle, et elle le reprit, les aiguilles cliquetant doucement dans le silence. Dehors, l'horloge du clocher de l'église sonna 10 heures, puis l'heure suivante, son écho s'estompant au-dessus des toits et des haies, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le bruit du feu qui crépitait. Les mains de Miss Marple bougeaient régulièrement. Son regard était pensif, son esprit déjà en paix avec la fin du mystère. Le mal avait été nommé, le remords avait été murmuré, et St. Mary Mead allait reprendre son sommeil. Pourtant, dans le silence entre le dernier coup de cloche et les cendres qui retombaient, elle entendit quelque chose de plus profond, le rythme délicat et éternel de la fragilité humaine, répétant sans cesse ses petits crimes sous le voile de la respectabilité. La dernière braise s'effrita, brillant faiblement avant de s'éteindre.